Alors que les idées s'opposent sur la manière dont la guerre en Iran devrait prendre fin, qui négocie, qui ne négocie pas, quelle est réellement l'intention de ces négociations et vers où cette guerre se dirige? Nous allons examiner les nombreuses réponses divergentes à ces questions, ainsi que la direction que pourrait prendre la guerre s'il n'y a pas de règlement négocié. Et cela, à lui seul, risque d'être inquiétant. Mais nous devons aussi faire face à d'autres enjeux, y compris ici même, sur le plan intérieur, liés à Israël et à la manière dont il est perçu dans le soutien apporté à cette guerre. Et aujourd'hui, après un certain temps depuis sa dernière participation à l'émission, je suis absolument ravi de retrouver Omer Bartov, ancien soldat de l'armée israélienne, historien et professeur à l'université Brown. J'y étais l'année dernière, et malheureusement, nous n'avons pas pu nous croiser. J'aurais aimé pouvoir le faire et vous voir en personne, mais nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau aujourd'hui. Bien, merci de ma sœur. Bon, écoutez, nous allons parler de beaucoup des sujets que je viens d'aborder dans l'introduction. Mais il y a autre chose qui me semble un peu plus urgente dont j'aimerais parler maintenant. Vous revenez tout juste d'Europe, où vous étiez en quelque sorte en tournée de conférence pour votre nouveau livre, Israël, qu'est-ce qui a mal tourné? C'est aussi une histoire assez fascinante, parce que vous êtes bien sûr historien. Et à l'université Brown, vous travaillez notamment sur le nettoyage ethnique et le génocide. C'est l'un de vos principaux domaines de recherche. Vous avez donc une perspective unique en tant que juif, israélien et ancien soldat de l'armée israélienne sur ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Et une grande partie de tout cela tient à la manière dont le sionisme est interprété, avec des interprétations radicalement différentes. Namande, si vous pouvez peut-être nous dire quoi parle cela. Bien sûr, merci. Le livre pose donc une question fondamentale, du moins telle que je la vois. Comment est-il possible que le sionisme, qui a commencé comme un mouvement voué à libérer les Juifs, dont la plupart vivaient alors à la fin du XIXe siècle en Europe de l'Est, de la persécution, du racisme, de l'antisémitisme croissant, et finalement d'une grande violence, à les libérer de tout cela et à créer un nouvel État pour les Juifs, où ils pourraient se gouverner eux-mêmes. Comment cette idéologie est-elle devenue, après la création de l'État en 1948, de plus en plus une idéologie d'État fondée sur l'exclusion, l'expansionnisme et le militarisme, allant jusqu'à justifier le nettoyage ethnique et le génocide? C'est donc ma question principale. Comme nous le savons, l'État d'Israël a été créé immédiatement après la Shoah, 3 ans après la Shoah. Et à bien des égards, il devait sa légitimité à la Shoah, ainsi qu'au fait que les Juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'avaient pas leur propre État pour les protéger. Et aujourd'hui, depuis les événements du 7 octobre et le génocide qu'Israël a commis à Gaza, la tragédie, c'est que ce même État est accusé de manière crédible d'avoir commis un génocide. C'est donc vraiment la question centrale de ce livre. Et je me demande, sans entrer dans tout le détail, enfin évidemment, les gens devraient acheter le livre. C'est ce que nous recommandons sur Amazon, comme on vient de le montrer, mais je me demande si vous pourriez parler d'un petit aspect de tout ça. Je me souviens notamment que Barack Obama est allé en Israël, je crois que c'était en 2013, et qu'il y a prononcé un discours devant un public, je pense, composé de Juifs et aussi de Palestiniens. Un discours assez galvanisant, où il disait que les Palestiniens avaient besoin de leur propre État. Et il a exposé toutes les raisons pour lesquelles ce serait aussi une bonne chose pour Israël. Il y avait beaucoup d'espoir et d'optimisme à l'idée que d'une certaine manière, ce pont pourrait être divisé, ou plutôt que le pont pourrait être achevé et qu'il pourrait rapprocher les deux camps. Cela pouvait peut-être ouvrir la voie à quelque chose.
Puis ce moment n'a pas duré très longtemps. Et presque personne n'y prête attention aujourd'hui en Occident, mais durant les 3 mois qui ont précédé le 7 octobre 2023, il y a eu beaucoup de violence, à Gaza comme en Cisjordanie. Quelques 200 Palestiniens ont été tués, et la cocotte minute montait en pression. Puis bien sûr, elle a explosé le 7 octobre, et nous savons tout ce qui s'est passé depuis, ce qui a ensuite créé l'occasion de cette escalade, du nettoyage ethnique et de toutes les autres choses que vous venez de mentionner. Comment est-on passé de ce moment lumineux, en 2013 seulement, à ce point de départ ici, avec ce nettoyage ethnique et le sionisme? Écoutez, je veux dire, 2013 a été un bon moment, mais à ce stade, à bien des égards, il était déjà trop tard. Je dirais que le dernier véritable moment pour créer 2 États entre le Jourdain et la mer remonte au début des années 90, lors des accords d'Oslo. Mais en 1995, le premier ministre israélien de l'époque, qui portait en quelque sorte cette mission, Rabin, a été assassiné. Et depuis, il y a eu à la fois la grande expansion du projet de colonisation israélien en Cisjordanie, où quelques 700 000 Juifs vivent désormais en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, dans des zones qui sont des territoires occupés. Et il y a aujourd'hui très peu de volonté au sein de l'opinion publique israélienne ou même de capacité véritable à envisager la notion traditionnelle de 2 États. Et l'une des principales raisons à cela, et le président Obama fait partie du problème, c'est que les administrations américaines, au fil du temps, n'ont pas fait pression sur Israël pour qu'il cède des territoires en échange de la paix. Et aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus aucune possibilité de créer un État palestinien en Cisjordanie, parce qu'elle a été morcelée, découpée de telle façon qu'il n'y a plus de place pour un État. Il faut donc trouver une autre solution pour ces 2 groupes. On parle de 7 millions de Juifs et de 7 millions de Palestiniens vivant dans cette région. Ces 2 groupes doivent partager cet espace. Et cela n'arrivera pas sans une forte pression venue de l'extérieur. Cette pression doit venir avant tout des États-Unis. Or, jusqu'à présent, les administrations américaines ont été très réticentes à exercer cette pression. Elles soutiennent au contraire des gouvernements israéliens de droite qui exercent oppression, occupation et violence contre les Palestiniens. L'un des facteurs qui a facilité cela, je suppose, c'est la manière dont le sionisme est perçu aux États-Unis, surtout chez les évangéliques. Et je pense qu'on peut assez justement dire que le 7 octobre a jeté du kérosène sur ce désir, qui donne en gros un blanc-seing total à tout ce que le gouvernement israélien laïque de Netanyahou veut faire ou a décidé de faire, au motif que cela serait justifié par le terrorisme qui a eu lieu le 7 octobre. Et donc, peu importe le nombre de publications sur les réseaux sociaux qui ont circulé pour beaucoup d'Américains. Ils se sont donc accrochés à cela et ont tout simplement ignoré toutes ces choses. Pendant ce temps, un autre groupe émerge, surtout la jeune génération en Amérique, la génération X ou la génération Z, pardon. Eux y prêtent beaucoup d'attention, et toute cette question du sionisme ne leur plaît pas. Ils la voient de manière très négative. Comment voyez-vous l'évolution de ces 2 dynamiques? Et pourquoi, selon vous, en particulier chez les baby boomers et les évangéliques, se sont-ils accrochés si fermement à cette version du sionisme antérieure au 7 octobre? Écoutez, je veux dire, d'abord, une partie du problème, évidemment, c'est que les gens ne connaissent pas vraiment la réalité sur le terrain. Ils s'informent par ce qu'on appelle la hasbara israélienne, par la propagande israélienne et par une certaine presse américaine généraliste qui a été terriblement défaillante dans sa couverture des réalités sur le terrain, non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Et le meilleur remède à cela, pour les personnes qui veulent vraiment savoir ce qui se passe, c'est d'y aller et de voir par elles-mêmes.
Si vous y allez et que vous voyez la réalité, comme l'ont rapporté un certain nombre de personnes, vous changerez d'avis, parce que c'est une réalité d'apartheid. Et la Cisjordanie aujourd'hui, indépendamment même de Gaza, est une région où il y a des pogroms chaque semaine, où des gens sont humiliés, tués, où des maisons sont incendiées, où se poursuit un nettoyage ethnique. Et ce ne sont pas seulement les colons, c'est aussi avec l'aide de l'armée israélienne. Cela dit, je pense que vous avez raison. L'opinion publique américaine est en train de changer, et je pense que c'est un changement majeur. Il se produit à gauche comme à droite pour des raisons différentes. Et il est possible que ce changement finisse par se traduire sur le plan politique. Autrement dit, que soient élus des responsables qui auront une vision très différente d'Israël, non pas pour être anti-israéliens, mais pour comprendre que la seule manière d'apporter la paix en Israël-Palestine, et en fait dans le reste du Moyen-Orient aussi, c'est de résoudre cette question brûlante. Mais cela peut prendre du temps, malheureusement. Et nous devons attendre les prochaines élections présidentielles. D'ici là, bien sûr, avec les forces qui sont aujourd'hui au pouvoir en Israël, le sort des Palestiniens, s'il n'est pas déjà scellé, va certainement empirer considérablement. Et que prévoyez-vous en parlant d'élections, non pas des élections de mi-mandat aux États-Unis, ni même de la prochaine présidentielle, mais des élections à venir en Israël? Je crois que c'est en septembre. Qu'est-ce qui devrait en ressortir quant à la position du corps politique sur les questions palestiniennes, à la fois en Cisjordanie et à Gaza? Les élections sont donc prévues le 28 octobre, qui est la toute dernière date possible en vertu de la loi israélienne. C'est en soi extraordinaire parce que le gouvernement de Netanyahou est celui qui est à l'origine du fiasco du 7 octobre. Et dans la plupart des pays normaux, un gouvernement de ce genre aurait été renversé bien avant. Les responsables auraient démissionné, honteux. Au lieu de cela, ce sera l'un des seuls gouvernements de l'histoire d'Israël à avoir mené son mandat jusqu'à son terme. Ce n'est pas courant en Israël de parvenir réellement à tenir 4 ans. Alors, que va-t-il se passer lors des élections? Les sondages indiquent que Netanyahou perdra et qu'il y aura une autre coalition. Quoi qu'il arrive, c'est incertain, parce que Netanyahou et son gouvernement essayent de tout faire. Ils apprennent, vous savez. Il existe un mode d'emploi pour ça. Semer le doute sur les résultats des élections si elles tournent contre eux. Il faudrait donc une défaite majeure du régime Netanyahou pour qu'il ne reste pas une forme d'incertitude et de querelle sur la question de savoir qui les a réellement remportés. Mais s'ils perdent et s'il y a une coalition différente, malheureusement, les dirigeants de cette coalition n'ont fourni absolument aucun plan, aucune plateforme sur ce qu'ils comptent faire concernant cette question, la question de l'occupation et des Palestiniens. Ils sont très réticents à s'exprimer sur ce sujet. Ils ont peur de leurs propres électeurs. Donc, nous ne savons pas ce qu'ils feront. Ils seront meilleurs que Netanyahou parce qu'ils auront davantage à perdre. Netanyahou, lui, n'a plus rien à perdre, pas plus que les gens qui l'entourent. Il a donc simplement besoin que la guerre continue, que la violence continue. Et c'est cela qu'il maintient au pouvoir. Ceux qui pourraient le remplacer, espérons-le, auront davantage à perdre et seront, je pense, plus enclins à accepter des pressions venant de l'extérieur. Mais ils n'ont présenté aucun programme sur ce qu'ils veulent faire. Et il faudra que cela se produise à nouveau, quelle que soit la personne au pouvoir en Israël, sous l'effet de pressions extérieures, pour contraindre Israël à enfin renoncer à n'utiliser que la force. Et comme vous le savez, en Israël, il y a ce dicton, « Utilisez la violence, et si la violence ne marche pas, utilisez-en davantage. » Il faut sortir de cette logique et revenir à la politique et à la diplomatie.
Et dans la mesure où vous pouvez caractériser la partie palestinienne dans tout cela, ces points de vue, j'ai souvent avancé que tant qu'il n'y aura pas la possibilité d'un avenir et d'un espoir, à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens, et plus particulièrement pour le peuple juif, il n'y aura de paix pour aucun des deux. L'un ne peut donc pas se faire aux dépens de l'autre. Cela n'arrivera tout simplement pas. Où situez-vous le peuple palestinien dans tout cela? S'il y avait un chaudron qui s'était mis à bouillir avant le 7 octobre, surtout durant cet été-là, y a-t-il seulement une voie possible, que ce soit vers un cessez-le-feu ou vers un règlement? Je veux dire, supposons un instant que le Hamas, dans la bande de Gaza, désarme réellement et qu'Israël parte réellement. Même si, d'une manière ou d'une autre, cela pouvait se concrétiser, quel serait le sort des habitants sur place? Parce que je n'imagine pas qu'ils accepteront soudainement de vivre au milieu des ruines dans un avenir prévisible, et pendant des décennies peut-être. Quelle serait leur situation alors? Et que prévoyez-vous pour l'avenir en matière de stabilité? D'abord, regardez, enfin, on a tendance à penser en termes de symétrie entre les Israéliens et les Palestiniens. Les Palestiniens n'ont absolument aucun pouvoir. Ils n'ont rien. Les Palestiniens de Cisjordanie sont gouvernés par l'autorité palestinienne, qui collabore en réalité avec les Israéliens. Tout le territoire est morcelé en enclaves. Donc ils n'ont vraiment aucun pouvoir, ni aucune direction politique crédible. Et les Palestiniens de Gaza, même si en théorie, ils sont toujours gouvernés par le Hamas, vivent aujourd'hui sur un tiers du territoire, qui était avant le 7 octobre l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. Aujourd'hui, ils vivent sur un tiers de ce territoire. Pour la plupart, ils n'ont plus de logement. Ils vivent sous des tentes, sans installation sanitaire, sans eau potable, sans rien. Et donc s'attendre à ce qu'ils fassent autre chose que d'essayer d'une manière ou d'une autre de survivre, et se demander quelle symétrie il y aurait entre ce qu'ils feraient et ce que feraient les Israéliens, ce n'est vraiment pas réaliste. Je pense que vous avez raison, bien sûr. Si l'on offre aux gens un avenir différent, ils chercheront les personnes capables de les représenter et de les conduire vers cet avenir. Mais aujourd'hui, la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, j'ai publié une tribune dans le New York Times sur l'avenir de Gaza et ce qu'il dit de l'avenir du génocide. Quand on réfléchit à ce qui se passe à Gaza en ce moment, si le soi-disant plan du président Trump pour Gaza aboutit, cela signifie que tout le monde aura tiré profit de ce qui s'est passé à Gaza, de ce génocide. Autrement dit, une ville idéale y serait construite. Toutes sortes d'investissements y afflueraient. Des magnats de l'immobilier gagneraient beaucoup d'argent. Israël pourrait s'installer sur une grande partie de ce territoire, dont près de 70% sont aujourd'hui sous le contrôle de l'armée israélienne. Et les seules victimes de ce génocide, les Palestiniens qui s'y trouvent, resteraient là et continueraient d'être victimes. Il y aurait ceux qui construiraient ces immeubles, puis, vous savez, feraient la vaisselle et nettoieraient les toilettes pour les riches et les célèbres qui viendraient d'Europe et d'Amérique vivre dans cette belle ville idéale. C'est donc une perspective terrifiante, non seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour quiconque envisage un génocide, et qui se dira désormais que, eh bien, le génocide peut être la continuation de la politique par d'autres moyens. Et vous venez de dire que les Palestiniens n'ont aucun pouvoir politique, aucun dirigeant, aucun levier. Mais enfin, ils n'en avaient pas non plus avant le 7 octobre, et la colère a semblé monter jusqu'à finir par exploser. Est-ce qu'on ne risquerait pas de revoir la même chose? Eh bien, si nous voulons mettre fin à la violence, et tout le monde souffre de cette violence, les citoyens israéliens juifs en souffrent aussi,
Il faut comprendre que ce n'est pas seulement une souffrance sur le plan économique, à cause des morts, du chômage, et ainsi de suite. C'est aussi la démocratie israélienne, ce qu'il en reste, qui est érodée par ce régime qui se nourrit de la violence. Donc si vous voulez changer cela, vous devez donner aux gens une perspective d'un avenir meilleur. Et pour cela, vous devez aussi travailler avec les Palestiniens. Et il y a des projets, il y a des gens. Je travaille avec un groupe qui s'y consacre. Il s'appelle Land for All. Il cherche à élaborer une vision d'une confédération entre Israël et la Palestine, en partant du principe que la solution à deux États est effectivement morte. L'idée serait de créer deux États confédérés qui partageraient cet espace. Mais pour y parvenir, pour lancer cette dynamique et redonner de l'espoir aux gens, il faut qu'un leadership crédible à l'extérieur pousse en ce sens. Il faut un nouveau leadership en Israël. Et oui, il faut aussi un nouveau leadership palestinien. Ce qui est très difficile à trouver aujourd'hui parce que les Palestiniens vivent dans des conditions si terribles et parce que ce que l'État d'Israël essaie réellement de faire, c'est de rendre cela impossible, de compromettre la viabilité de tout projet de partage de cet espace. Eh bien, écoutez, c'est la première chose que je vois depuis longtemps, qui offre ne serait-ce que la perspective et la possibilité d'une issue positive, quelle qu'elle soit. Nous allons donc certainement lui donner davantage de visibilité ici. Merci de l'avoir soulevé et de nous l'avoir montré. Parce que sans ce changement, il n'y aura tout simplement de paix pour personne en Israël, quoi qu'il arrive. On ne peut pas conquérir son chemin vers cela. On ne peut pas se débarrasser de plutôt de 5 à 7 millions de personnes. Donc, ça n'arrivera pas. Il faut trouver une solution. Et il nous faut une nouvelle façon de penser sur cette question. Alors, merci beaucoup d'avoir abordé ce point. Regardons l'autre grande question qui va aussi. Parce qu'on ne peut même pas vraiment regarder ce qui se passe à Gaza ou en Cisjordanie sans regarder aussi ce qui se passe dans la région au sens large, surtout avec la guerre contre l'Iran. Parce que cela touche directement à la sécurité nationale de tout le monde. Et je veux d'abord examiner ce qui se passe ici. Le président Trump parle de son souhait de, là encore, je ne sais pas de quel accord il parle, parce qu'on avait déjà le protocole d'accord qu'il n'aimait pas. Et maintenant, il dit qu'il est de nouveau dans les dernières phases des négociations. Mais la seule chose qu'on entend au sujet de négociations, en réalité, c'est entre l'Iran et Oman. Et ils disent qu'ils sont proches d'un accord sur Hormuz. Beaucoup de gens essayent de comprendre ce qu'il contient. Al Jazeera disait aujourd'hui que l'un des éléments possibles serait que l'accord sur Hormuz entre l'Iran et Oman empêcherait les pays hostiles de passer, et que tous les autres pays hostiles devraient payer un péage, ou seraient empêchés d'emprunter ces voies navigables. Apparemment, cela devrait être annoncé dans les 1 ou 2 prochains jours. Que savez-vous tout d'abord de cet accord entre l'Iran et Oman? Eh bien, sur ce point précis, j'en sais à peu près autant que vous. Je n'en sais pas davantage. Je pense que c'est une indication du caractère irrationnel de cette guerre. Personne, en partant dans cette guerre, n'a réfléchi à ce qui pourrait se passer, à où cela mènerait. Et ce que cela a créé, c'est que le détroit d'Ormuz, qui n'était absolument pas une zone disputée, et qui est une voie maritime internationale ouverte, vous n'avez pas le droit d'y imposer des péages ou quoi que ce soit d'autre. Tous les détroits du monde devraient être ouverts en vertu du droit international. Cette guerre en a fait un moyen de pression pour l'Iran. Et c'est le résultat d'une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Nous sommes donc confrontés à une situation où, je pense, et il est très difficile de faire des prévisions, mais il semble que les États-Unis, par cette intervention,
qui a malheureusement été en grande partie encouragé par le Premier ministre Netanyahou, lequel pousse les présidents américains depuis 20 ans à coopérer avec Israël dans une guerre contre l'Iran et affaiblit la position de l'Amérique dans le Golfe. Et cela va probablement modifier l'équilibre des forces dans la région pour longtemps. C'est là que le rôle d'Oman, du Qatar, du Koweït et de tous les pays de la région devient vraiment important, parce qu'il comptait en grande partie sur la dissuasion exercée par les États-Unis face à l'Iran. Il y avait une sorte d'équilibre des forces, et aujourd'hui cet équilibre a été rompu. Les États-Unis, avec toute la fanfaronnade de cette administration, ont montré qu'ils ne pouvaient pas réellement forcer l'Iran à faire ce qu'il voulait. Et les États du Golfe se sentent extrêmement vulnérables face à l'Iran. Ils ne se sentent pas suffisamment protégés par les États-Unis et ils doivent conclure d'autres accords parce qu'ils sont exposés. Donc en ce sens, quel que soit l'accord, la guerre était censée porter sur les armes nucléaires en Iran. Or, il est probable que le détroit d'Ormuz soit désormais bien moins sûr qu'avant, et que l'Iran, une fois que tout cela sera terminé, fabrique une arme nucléaire aussi vite que possible, parce qu'il aura tiré la leçon que c'est le meilleur moyen d'empêcher d'être un jour attaqué de nouveau. C'est quelque chose auquel tout le monde aurait dû réfléchir avant. Certaines personnes l'ont fait. Mais Trump et Netanyahou ont entraîné les choses dans cette direction et se sont eux-mêmes mis dans un énorme pétrin. Et selon vous, du côté israélien, quelle était la motivation de Netanyahou? Pas seulement aujourd'hui, parce que vous avez dit qu'il essayait d'obtenir cela depuis 20 ans, mais même en examinant simplement l'équilibre des forces militaires, la puissance de feu disponible du côté américain et les capacités défensives du côté iranien, leurs chaînes de montagnes rendent pratiquement toute offensive terrestre suicidaire. Et elles offrent aussi une couverture protectrice à toutes ces villes de missiles, et ainsi de suite. C'était bien connu. Tout le monde savait que c'était le cas là-bas. Donc, même un analyste militaire de base aurait dit, bon, on ne peut pas utiliser la guerre pour obtenir ça, parce que le défi est trop grand par rapport aux ressources dont nous disposons. On ne peut tout simplement pas réussir. Et pourtant, ils l'ont quand même déclenché. Et Netanyahou n'est pas stupide, quoi qu'on puisse penser de sa moralité, mais il n'est certainement pas stupide. Alors, quel pouvait être l'espoir de déclencher une guerre qu'il ne pouvait pas gagner, rationnellement? Écoutez, je veux dire, c'est un très bon point. On peut dire qu'Israël avait des raisons rationnelles de s'inquiéter qu'un régime comme celui des ayatollahs en Iran produise une bombe atomique, parce qu'Israël est un petit pays et qu'il est assez vulnérable, évidemment, mais on savait que l'Iran avait pris la décision stratégique de ne pas produire de bombes, simplement de se rapprocher de la capacité de le faire, et d'utiliser cette proximité avec la bombe à ses propres fins. Donc Netanyahou aurait pu dire cela, et il l'a dit pendant longtemps. Il a prononcé de nombreux discours à ce sujet, notamment, comme vous vous en souvenez, à l'Assemblée générale de l'ONU. Mais son objectif était différent. À mon sens, Netanyahou a toujours eu les yeux rivés sur une seule chose, les territoires occupés. Et il veut détourner l'attention de tout le monde, en présentant l'Iran comme une immense menace existentielle pour Israël et en essayant d'y impliquer le reste du monde, en particulier les États-Unis. Il fait en sorte qu'on ne regarde pas ce qu'Israël fait en Cisjordanie et à Gaza. Et depuis le 7 octobre, à bien des égards, à cause de ce type de politique, il a en fait réussi à réaliser le rêve qu'avait le Hamas lorsqu'il a lancé cette attaque meurtrière le 7 octobre. Car ce que le Hamas voulait faire le 7 octobre, c'était remettre la question palestinienne sur la table politique internationale, d'où elle avait disparu, et régionaliser le conflit.
Et ils ont réussi à faire ça. Tous ces dirigeants sont morts aujourd'hui, mais ils y sont parvenus. Ils ont entraîné Israël au Liban, au Yémen, en Syrie, et bien sûr dans un conflit avec l'Iran. Et Netanyahou, parce qu'il n'a pas réussi à Gaza, qu'il n'a pas réussi au Liban et qu'il n'a pas réussi non plus en Iran, passe en quelque sorte d'une chose à l'autre. À la fois pour que le conflit continue et pour que les gens ne prêtent pas attention à ce que fait réellement son gouvernement. Le nettoyage ethnique de la Cisjordanie après avoir déjà commis un génocide à Gaza. Alors, revenons à la question de ses intentions. Parce que bon, l'objectif à court terme semble avoir été atteint. Avec cette guerre contre l'Iran, les gens ne prêtent pas attention à ce qui se passe dans les territoires occupés, et j'imagine qu'il a eu un certain succès de ce côté-là. Mais il y a un enjeu plus vaste en jeu, parce qu'il semble que Netanyahou, en particulier, fasse encore tout ce qu'il peut pour encourager le président Trump à reprendre les frappes. Le président Trump était censé lancer, le week-end dernier, sa plus grande attaque depuis la Seconde Guerre mondiale. Puis, il a fait marche arrière, selon des informations de presse et d'autres sources dont je dispose. La partie saoudienne y était farouchement opposée, pour une raison évidente. Elle allait être frappée, ce que la partie iranienne avait très clairement annoncé, tout comme les autres pays du Conseil de coopération du Golfe. Mais le président Trump a fini par céder là-dessus. Netanyahou aurait été furieux. Évidemment, il ne va pas simplement laisser passer un week-end. Donc on s'attend à ce qu'il continue de faire pression sur le président Trump pour qu'il le fasse. Mais voilà le problème. S'il y parvient, et si le président Trump finit effectivement par céder, nous avons reçu aujourd'hui le colonel Doug McGregor. Il affirme être très convaincu que cela finira par arriver, que les États-Unis retourneront frapper une cible importante et qu'ensuite nous aurons toutes ces frappes de riposte, et ainsi de suite. Cela va placer les États-Unis dans une position vraiment affaiblie. Et en ce moment, selon le décompte de Netanyahou, Israël mène pratiquement une guerre sur 7 fronts. Mais à long terme, cela exige la participation active des États-Unis pour l'aider. Sinon, Israël ne peut pas tenir. Mais si nous nous engageons trop ici, s'il obtient ce que Netanyahou veut, si Trump revient au pouvoir, cela accélérera le jour où nous n'aurons même plus assez de matériel à donner à Israël et encore moins à utiliser nous-mêmes. Et tous ces fronts seront alors menacés. Écoutez, je veux dire, j'aimerais que ce soit vous qui conseilliez Netanyahou, mais son calcul est très différent. Netanyahou, en ce sens, ressemble un peu à Trump. Ce sont des gens qui ne pensent pas vraiment à long terme. Netanyahou, aujourd'hui, ne pense qu'à une chose. Il pense à octobre. Il pense aux élections. Pour lui, il est bien préférable qu'Israël soit en état d'urgence, que tous ses fronts soient ouverts, qu'on ait, vous savez, fait exploser toute une série de villages dans le sud du Liban. Toute cette violence en Cisjordanie. Il essaye, et il essaye vraiment, de relancer une guerre, on ne sait pas exactement contre qui, mais de déclencher une forme de guerre à Gaza et d'intensifier encore la violence contre l'Iran, pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, s'accrocher au pouvoir en disant « Eh bien, j'ai de l'influence sur le président américain. Et je suis le seul à pouvoir traiter avec la communauté internationale. » Je suis le seul Premier ministre que la plupart d'entre vous aient jamais connu, et vous devez me faire confiance en cette période d'urgence. C'est comme ça qu'il raisonne. Et vous avez raison. Bien sûr, à long terme, il érode la puissance d'Israël. Il dégrade profondément les relations entre Israël et les États-Unis, ainsi avec ses autres alliés. Donc, ce qu'il fait n'est pas bon pour Israël, mais il le vend comme si ça l'était. C'est un très bon vendeur, mais il n'a aucune stratégie derrière tout ça, à part simplement s'accrocher au pouvoir. Et le triste, c'est que les gens qui lui disputent le pouvoir ne le diront pas ouvertement,
parce qu'il a tellement réussi à tromper l'opinion publique israélienne que s'il commençait à le dire, il serait perçu comme antipatriotique. Plutôt que comme des personnes qui regardent réellement la situation en face et comprennent qu'Israël s'est beaucoup trop engagé et qu'il ne peut gagner aucun de ces conflits. Et que disent les experts militaires? Parce qu'il y a eu des informations ici en Occident, en tout cas aux États-Unis, je ne sais pas, il y a 1 mois et demi ou 2 mois, selon lesquels le chef d'état-major israélien aurait dit « Hey, on s'épuise, on ne peut pas continuer comme ça, il va falloir mettre fin à certaines de ces guerres » ou quelque chose dans ce genre-là. Et je me dis que les forces de défense israéliennes n'ont jamais été conçues, enfin organisées, pour mener une guerre d'usure longue et soutenue contre qui que ce soit. Elles étaient faites pour des guerres courtes, rapides et décisives, puis elles mobilisaient les réservistes, et ainsi de suite, sur de courtes périodes. Et ça a toujours été le cas avant le 7 octobre. Les forces de défense israéliennes peuvent-elles vraiment continuer indéfiniment à soutenir toutes ces 7 guerres? Non, écoutez, l'un des principaux problèmes de ce chef d'état-major en ce moment, c'est qu'en Israël, on en parle très peu aux États-Unis. Il y a désormais un énorme conflit entre les ultra-orthodoxes, qui représentent aujourd'hui une part très importante de la population, et le reste du pays, y compris l'armée, parce qu'ils refusent de servir dans l'armée, alors qu'une loi prévoit qu'ils doivent être incorporés. Donc il y a des émeutes en Israël tous les jours. Et le chef d'état-major dit « Nous avons besoin de milliers de soldats. Nous n'avons pas assez de soldats. » Israël s'appuie sur une base de population relativement étroite pour recruter à la fois des soldats d'active puis des réservistes. Et il est tout simplement à court d'hommes. Ils sont épuisés. Les gens ne veulent tout simplement plus servir. Et ce n'est pas qu'ils soient très patriotes, mais ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur emploi, ils ont passé des centaines de jours dans l'armée, alors que ce sont des civils. Donc il dit, et il l'a dit publiquement, qu'il y a plusieurs signaux d'alarme. Soit nous devons changer notre politique concernant la guerre, soit nous devons changer notre politique en matière de recrutement. Mais nous ne pouvons pas faire les deux. Et cela sans même parler de toutes sortes d'autres problèmes liés aux missiles intercepteurs. Comme vous le savez, Israël comme les États-Unis commencent à en manquer. Qu'est-ce que cela implique en termes de riposte iranienne? Et quand on parle de la situation dans le Golfe, la principale crainte ne concerne pas seulement l'Arabie saoudite. La grande crainte, bien sûr, c'est que tous ceux qui connaissent la région savent que si l'Iran décide de frapper ces pays du Golfe, ce sera une catastrophe. Ce sera aussi une catastrophe pour l'Iran, mais le régime là-bas s'en moque. Et je pense que Trump l'a compris. On lui a enfin dit que poursuivre la guerre là-bas, l'étendre, serait catastrophique pour la production pétrolière dans le monde entier et pour ces États du Golfe. Donc non, il n'y a aucune explication rationnelle à ce qu'ils font en ce moment. Il est très difficile d'en sortir en ce moment. Personne ne propose la moindre stratégie alternative, ni en Israël, ni aux États-Unis. Et attention, on n'entend pas non plus cela aux États-Unis de la part de l'opposition ou de quiconque réfléchit à une alternative à ce que font les États-Unis. Donc en ce sens, c'est ironique. Israël a lancé une guerre après Gaza. Il s'est engagé sur plusieurs fronts. Il y a entraîné les États-Unis. Et tout cela est, d'une certaine manière, de Stalin, qui est le produit de l'esprit de Netanyahu, qui essaye de se maintenir au pouvoir et d'y entraîner Trump. Ce qui, j'imagine, de ce point de vue-là, a plutôt bien marché. Maintenant, la question va être de savoir comment on va en sortir. Et peut-être qu'il arrivera jusqu'en octobre. Mais comment il ira au-delà d'octobre, j'imagine qu'il le découvrira en novembre.
parce que ça va poser un vrai problème. Et alors, peut-être que les gens commenceront à se réveiller. Puisque vous revenez tout juste d'Europe, je voudrais regarder ce qui est au cœur du problème ici. Si l'objectif principal de Netanyahou, ce sont les territoires occupés, jusqu'où cela peut-il aller? Parce que maintenant, après toutes ces années depuis le 7 octobre, et la quasi-destruction de toute possibilité de vivre à l'intérieur de la bande de Gaza, enfin, on ne peut même plus y maintenir la vie. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire entrer régulièrement de la nourriture et d'autres fournitures, juste pour maintenir physiquement la population en vie. Enfin, ce n'est pas une vie, c'est en gros comme être en soins intensifs, si vous voulez. Quel est le plan ici? Parce que certains, et évidemment Smotrich et Ben Gvir, figurent parmi les partisans les plus en vue, du moins les noms les plus connus, veulent se débarrasser d'eux d'une manière ou d'une autre. Mais ça semble aller trop loin. Or, j'ai constaté en Europe qu'il y a une date d'expiration, même pour le soutien tacite à tout cela. Qu'avez-vous observé lorsque vous avez parcouru l'Europe? Alors d'abord, si vous demandez quel est le plan, des gens comme Smotrich et Ben Gvir en ont un. Leur plan, c'est de provoquer de plus en plus de violence en Cisjordanie, avec énormément de violence de colons et de pogroms contre des communautés, afin de susciter un soulèvement, une nouvelle intifada. Et s'ils y parviennent, alors ce sera l'occasion de dire, eh bien maintenant, il faut la réprimer. Et de reproduire en Cisjordanie les tactiques qui ont été tentées à Gaza et aussi mises en œuvre dans le sud du Liban, pour tout simplement chasser un grand nombre de personnes. Réussiront-ils ou non? Je ne sais pas. Mais c'est leur plan. En Europe, il y a certainement eu une évolution de l'opinion publique. On l'a très nettement vu en Italie, bien sûr, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Scandinavie, et même en Allemagne. Les critiques du public à l'égard d'Israël s'intensifient. Cela ne s'est pas encore vraiment traduit dans les politiques publiques, et je pense que ça finira par arriver, mais cela prend beaucoup de temps. Il est très difficile pour les Européens d'être entièrement critiques envers Israël, en raison de l'histoire de l'Holocauste et de ce sentiment d'obligation et de responsabilité envers l'État d'Israël. Aussi parce qu'il y a une montée de la droite en Europe, parce qu'il y a de l'islamophobie en Europe, des sentiments anti-immigrés. Tout cela joue en faveur d'Israël. Mais on constate souvent, en Europe, un sentiment de dégoût. C'est donc une lutte entre les élites politiques, une grande partie des médias et l'opinion publique. La direction que cela prendra dépendra beaucoup de ce qui se passera aux États-Unis. Les dirigeants européens sont généralement assez timides sur ce point, et ils attendent certaines décisions des États-Unis. Mais j'ajouterais ceci. Qu'en est-il au niveau des peuples? Les dirigeants sont timorés, et on le voit clairement dans de nombreux pays. Mais qu'en est-il des peuples d'Europe? Écoutez, je veux dire, tous les sondages d'opinion publique montrent, et c'est aussi le cas aux États-Unis, qu'une large majorité est désormais anti-Israël. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle est pro-palestinienne, même si c'est ce qui ressort des sondages. Mais elle s'oppose au soutien massif que leur propre gouvernement apporte à Israël. Et l'idée que leurs gouvernements ont soutenu et sont devenus complices de la perpétration d'un génocide se reflète clairement dans l'évolution de l'opinion publique. Mais beaucoup d'éléments vont à l'encontre de cela. Un élément très important, et je l'ai entendu dans plusieurs pays européens, c'est que l'industrie de l'armement, la technologie, la production d'armes sont profondément liées à Israël. Et c'est à double sens. Israël vend beaucoup d'armes et en achète beaucoup. Et les Européens, aujourd'hui notamment à cause de la guerre en Ukraine, augmentent leur budget et recherchent des technologies. Israël vend ces technologies en affirmant qu'elles ont été éprouvées sur le terrain, autrement dit qu'elles sont utilisées à Gaza,
au Liban, en Cisjordanie, en Iran, et donc qu'elle fonctionne. On constate ainsi une forte pression de la part de ces grandes entreprises, de ces secteurs très riches de la société, pour maintenir des relations étroites avec Israël, qui est un acteur majeur de cette industrie de l'armement. Au cours de la dernière année, les profits de l'industrie israélienne de l'armement ont augmenté de 30%, rien que sur cette dernière année. Donc c'est un facteur qui entre en jeu. Ce n'est pas exactement de la politique, ce n'est pas l'opinion publique, mais cela joue un rôle énorme dans la manière dont les responsables politiques essayent, en réalité, de défendre l'idée que nous devrions protéger Israël. Follow the money, as they always say. Suivez l'argent, comme on dit toujours. Je voudrais revenir sur la question de la Cisjordanie que vous avez évoquée il y a un instant. Ici, on a une carte très complexe. Elle montre différentes zones où vivent des Israéliens, des Juifs et d'autres où vivent des Palestiniens. C'est un mélange, un morcellement généralisé qui rend toute action très très difficile. Et Netanyahou, bien sûr, veut annexer tout ça. D'abord, pouvez-vous nous dire, face à tout le chaos que montre cette carte, ce que signifie vraiment l'annexion selon Benjamin Netanyahou? What does annexation even mean according to Benjamin Netanyahu? Look, I mean, one has to understand that Israel is one state. Écoutez, il faut comprendre qu'Israël est un seul État. Ce n'est pas deux États. Ce n'est pas une occupation. Officiellement, on appelle cela une occupation. C'est un seul État où différents groupes de population vivent sous des régimes différents. Et en Cisjordanie, depuis des décennies, Israël s'efforce de morceler les zones de concentration de population palestinienne, de manière à ce qu'elle n'ait aucune continuité territoriale. L'objectif est de saper l'idée même qu'un État palestinien puisse exister. Et depuis le 7 octobre, cela s'est fortement accéléré. À tel point que désormais, si vous vivez dans un village ou dans une ville, il faut des heures et des heures pour rejoindre le village voisin. It takes hours and hours to get to the next village. If you are a woman who is Si vous êtes une femme sur le point d'accoucher et que vous êtes dans une ambulance, la probabilité que cette ambulance arrive à temps à l'hôpital est très très faible. De nombreux cas ont été signalés. Des ambulances sont arrêtées au point de contrôle, harcelées, et on ne les laisse tout simplement pas passer, jusqu'à ce que le bébé meure, que la femme meure, ou qu'elle finisse par abandonner. La population est donc aujourd'hui constamment assiégée, notamment en ce qui concerne les écoles. Le chômage est massif, parce que les gens ne peuvent pas aller travailler. Ils ne peuvent pas accéder à leurs champs. Ils ne peuvent pas expédier les produits qu'ils ont. C'est donc clairement une tentative de rendre la vie impossible là-bas et de persuader les gens que la meilleure chose à faire est de plier bagages et de partir. C'est l'objectif. Et contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, aujourd'hui vous avez le ministre Smotrich, qui est ministre des Finances, mais aussi ministre au sein du ministère de la Défense. C'est donc un ministre sous l'autorité du ministre, mais en réalité, c'est lui qui est responsable de la Cisjordanie. Et c'est bien sûr le chef du mouvement des colons. Or, c'est illégal, parce qu'il ne devrait pas y avoir d'autorité civile dans un territoire occupé. Mais Israël s'en moque. Et en tant que ministre là-bas, il est aussi responsable de l'armée. L'armée travaille désormais main dans la main avec les colons, en les laissant mener ce genre de pogrom pour intimider la population. Si bien que beaucoup de communautés plus éloignées, vous savez, des communautés agricoles, des bergers, ont tout simplement quitté les lieux parce qu'ils ont été intimidés. Et ils sont regroupés dans les villes. Okay, yeah, that's where the state left. Where? D'accord, oui, c'est ce que je disais. Chassés d'où? On les expulse. Ils vont vers les villes. Ils vont dans les bidonvilles, évidemment, parce qu'ils n'ont plus de quoi vivre. Les troupeaux de chèvres ou de moutons ont été pris par les colons. Ils n'ont plus de maison, alors ils vont vers les villes. Et là encore, l'objectif est de concentrer la population. Puis s'il y a, du moins, c'est ce qu'ils espèrent de leur point de vue, une révolte qu'ils parviennent enfin à provoquer,
les Palestiniens diront « on n'en peut plus ». Et alors, bien sûr, l'armée israélienne pourra intervenir en force et essayer de les expulser, tout simplement. Donc la situation se dégrade de semaine en semaine. La majeure partie du monde n'y prête pas attention, et à un moment donné, ça va exploser. Eh bien, c'était justement ma question suivante. Combien de temps le peuple palestinien peut-il endurer cela sans qu'il y ait une forme d'explosion? C'est en partie ce qui a conduit au 7 octobre lui-même. La cocotte minute a explosé dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on s'approche de quelque chose de similaire en Cisjordanie? Oui, c'est le cas. C'est le cas, et personne n'y prête attention. Et comme je l'ai dit, une partie de tout ce qui se passe en Iran vise à détourner l'attention de là-bas. Et combien avons-nous parlé de Gaza récemment? Pas beaucoup. Si vous regardez ce qui s'est passé dans le sud du Liban, l'armée israélienne a systématiquement détruit des villages. Des dizaines de villages ont été dynamités. Pas des maisons, mais des villages entiers ont été piégés puis détruits à l'explosif. Et c'est le genre de tactique qui pourrait aussi être employée en Cisjordanie. Environ 40 000 personnes ont déjà été déplacées en Cisjordanie, dans le camp de réfugiés de Jénine. Il y a maintenant printemps pour évacuer un autre camp de réfugiés. Ces camps de réfugiés, ce sont des quartiers. C'est là que vivent des dizaines de milliers de personnes. Et la question, c'est où iraient-ils? L'idée, donc, c'est de mettre de plus en plus de gens à la rue, de déplacer toujours plus de personnes et, à terme, de les chasser complètement. Où iraient-ils? Eh bien, c'est évidemment la question. Parce qu'à Gaza, le nettoyage ethnique qui était prévu n'a pas abouti, car les gens n'avaient nulle part où aller. Ils ont donc simplement été compressés dans cette très étroite bande de terre. Et il est peu probable que la Jordanie autorise les gens à passer de ce côté-là. Et d'ailleurs, quand on regarde cette ligne jaune, elle a bougé. Il y a maintenant une ligne orange, et cette ligne orange va jusqu'à près d'1 mille plus à l'ouest. Donc l'armée israélienne a en réalité progressivement avancé dans cette zone, passant de 58% à près de 70% sous contrôle de l'armée israélienne. Eh bien, ce n'est pas très optimiste, ni très encourageant. Y a-t-il un consensus au sein de la population en Israël sur ce qu'elle ressent à propos de ces questions? Je veux dire, certains sont pour, d'autres contre. Comment est la situation là-bas? Écoutez, c'est un peu difficile à dire parce qu'en Israël, il y a les deux. Je dirais qu'Israël est un pays dans le déni de ce qu'il a perpétré à Gaza. La plupart des gens ne veulent pas en parler, ils l'ignorent tout simplement. Ils disent d'abord que ça n'a pas eu lieu, et que si ça a eu lieu, alors ils le méritaient. Donc en ce sens, il y a une forme de déni et en même temps de haine envers les Palestiniens. Mais il y a aussi beaucoup de lassitude. Il y a le sentiment que le gouvernement ne tient absolument pas ses promesses, ni sur le plan économique, ni sur celui de la sécurité. Les gens se sentent en insécurité, de plus en plus en insécurité, davantage qu'avant le 7 octobre. Personne ne croit à la rhétorique de Netanyahou sur une victoire finale, selon laquelle nous allons enfin anéantir l'ennemi. Cela pourrait donc entraîner un changement de gouvernement. Mais dans l'ensemble, l'opinion publique israélienne a accepté ce qu'on lui vend. Les choses vont mal, mais nous n'avons pas le choix. Et nous devons continuer d'une manière ou d'une autre, sans qu'on nous dise exactement où tout cela nous mène. Le seul motif d'optimisme, si vous voulez voir le bon côté des choses, c'est que s'il y a un nouveau gouvernement, et si des gens comme cet ancien nouveau chef d'état-major, Eisenkot, qui dirige maintenant l'opposition, deviennent Premier ministre, ce sont des gens plus rationnels, qui ont énormément d'expérience en matière de sécurité,
et qui voudront peut-être essayer de trouver une issue à cette situation. Mais ils sont tous de droite et ils ont tous une approche centrée sur la sécurité. Donc encore une fois, ce processus doit être soutenu par des forces extérieures dont Israël dépend profondément. Et vous savez, on a tendance à l'oublier. Israël semble puissant. Mais Israël ne peut rien faire sans une assistance américaine constante. Et donc, c'est justement ce que je voulais vous demander comme question de suivi. J'ai certaines inquiétudes, compte tenu de votre expertise évidente dans toute cette région. Je crains que surtout si le président Trump finit par céder et lance cette grande frappe, cela ne dévaste toute la région du Golfe, en particulier le secteur pétrolier. Enfin bref, les États-Unis pourraient alors aussi être confrontés à une défaite dans la guerre en Ukraine, peut-être même d'ici la fin de l'année, si les choses tournent mal là-bas. Nous n'aurons pas les munitions nécessaires pour continuer. Et nous devrons peut-être nous replier et réduire notre engagement, surtout selon ce qui se passera lors de nos élections de novembre. Donc, à l'approche de l'année prochaine, on pourrait complètement changer de contexte quant à la volonté du Congrès américain de coopérer sur quoi que ce soit d'autre. Si Israël est perdant, parce que les États-Unis perdent leur capacité à fournir tout ce matériel, comme nous l'avons fait jusqu'ici, et qu'en plus, la colère contre Israël s'accroît, une colère que je pense beaucoup de pays de la région ressentiraient, parce qu'ils considéreraient qu'Israël a poussé Trump à déclencher cette guerre qui a fini par les dévaster. Qu'est-ce qui vous inquiète pour le voisinage d'Israël dans un tel environnement? Écoutez, je veux dire, les limites de la puissance israélienne ont longtemps été définies à Washington, pas à Jérusalem. Et donc Israël n'avait pratiquement aucune limite. Je pense qu'il serait bon que les limites de la puissance israélienne reviennent à Jérusalem, là où elles doivent être. Et cela obligerait Israël à faire de la politique. Le voisinage n'est pas un voisinage qui veut faire la guerre à Israël. Il faut se rappeler qu'Israël n'a pas connu de véritable guerre, une guerre réelle entre des armées avec des chars, de l'artillerie, des avions et des marines, depuis la guerre à laquelle j'ai participé, celle de 1973. Toutes les guerres qu'Israël a menées depuis ont été des guerres contre des combattants. Et la plupart de ces militants, de ces insurgés, ont été créés par les politiques israéliennes. Ils sont le produit des politiques israéliennes. Que ce soit le Hezbollah au Liban, créé après l'invasion israélienne de 1982, ou le Hamas à Gaza, créé par le premier ministre israélien, Sharon, comme contrepoids au Fatah. Ce sont donc des créations des politiques expansionnistes israéliennes. Si Israël est contraint de prendre conscience de ses propres limites, des limites de sa propre puissance, les pays qui l'entourent, l'Égypte et la Jordanie, sont en paix avec Israël. L'Arabie saoudite a proposé la paix avec Israël en 2002, une proposition qu'Israël ignore depuis lors. Les États du Golfe veulent normaliser leurs relations avec Israël depuis longtemps déjà. La Syrie est désormais dirigée par des responsables qui veulent la paix avec Israël. Le gouvernement libanais veut la paix avec Israël. Le seul problème d'Israël, c'est qu'il ne veut pas le faire parce que cela signifie qu'il doit, d'une manière ou d'une autre, s'attaquer à la question centrale de son existence, les relations entre les Juifs et les Palestiniens. Ce genre de limite à sa puissance, quelle qu'en soit la raison, pourrait l'y contraindre. Donc, cela ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passerait aux États-Unis. Mais je pense que ce serait très bien si les États-Unis, par choix ou non, ne fournissaient plus à Israël un soutien aussi illimité pour mener des politiques qui sont mauvaises à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Wow, c'est une façon brillante de le dire, et je ne pourrais pas mieux le formuler.
Je soutiens fermement tout ce que vous venez de dire. Et dans l'intérêt de tout le monde, des Israéliens, des Palestiniens, des Libanais, de tous les habitants de la région, vraiment. Ce serait la meilleure chance pour la région de retrouver au moins une certaine stabilité. Beaucoup de dégâts ont été causés ces 2 ou 3 dernières années, avec toutes ces guerres. Il faudra une génération pour y remédier. Mais franchement, on ne peut même pas commencer à faire ça tant qu'on n'a pas d'abord mis en place un environnement comme celui que vous venez de décrire. Donc, je suis entièrement pour. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette vision. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup de m'accueillir. Et juste un rappel, je recommande vivement de vous procurer ce livre « What Went Wrong ». Moi, je vais clairement l'acheter parce qu'il va vous expliquer quelles sont les conditions. Maintenant, on voit qu'il existe au moins une voie rationnelle pour parvenir à quelque chose de positif si nous obtenons que les dirigeants s'y engagent. Merci beaucoup d'être venus. Nous avons hâte de vous retrouver tous dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. Nous n'avons pas vraiment de sponsor, et il y a une raison à cela. Nous ne voulons pas avoir à vous assommer avec toute une série de publicités. Cliquez sur le bouton « J'aime » et bien sûr, partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez.